Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. En début de semaine, le gouvernement camerounais a annoncé le rachat des parts de Actis pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société Eneo, distributeur de l'énergie électrique au Cameroun. Alors que la nationalisation de cette société est vantée comme un coup de maître du gouvernement, les inquiétudes se posent avec la dette de cette compagnie qui s'élève selon plusieurs sources à plus de 700 milliards de francs CFA. Notre invité ce soir est une lumière éclatante dans le monde de l'énergie. Il est un expert en énergie nucléaire qui a construit des plantes atomiques dans plusieurs pays émergents à travers le monde. Il a introduit le nucléaire dans les Émirats et a eu l'insigne honneur de recevoir entre ses mains le prix Nobel de la paix en 2005 pour le compte de la structure qu'il employait, la International Atomic Energy Agency, où il était au cadre. Il est l'un des concepteurs et promoteurs de l'approche par jalons de l'AIEA, une méthodologie structurante qui accompagne les pays dans l'introduction d'infrastructures énergétiques et nucléaires dans les pays primo-accédants. Il a introduit la radiothérapie pour le traitement du cancer dans plusieurs pays africains tels que le Soudan, la Zambie et le Kenya. Il a également dirigé en France des programmes atomiques d'envergure à travers le Commissariat à l'énergie atomique. Il conseille d'ailleurs plusieurs pays sur les politiques de développement, les stratégies de transition énergétique et les modèles industrialisés. Cet ancien haut fonctionnaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique préside aujourd'hui le IML, qui est un conglomérat énergétique et nucléaire implanté en Afrique. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie nucléaire obtenu au CEA-INPG en France. Vincent Konjok est notre invité ce soir. La suite, c'est tout de suite. Dr. Konjok, good evening, and thank you so much for making time to meet with us. Good evening to you also. It's really a pleasure being with you and being able to discuss with you this evening and even to share what I can share with my people. That's great. Dans une vie antérieure, vous avez été un cadre de la SONEL, privatisé en 2001 puis renationalisé depuis 3 jours. La compagnie qui la gérait comme actionnaire majoritaire Actis a cédé ses parts au gouvernement camerounais pour un deal de 78 milliards de francs CFA, alors qu'en début de négociation, cette société anglaise demandait 120 milliards. Le gouvernement camerounais dit vouloir aider ainsi ou moderniser ainsi le réseau, réduire les pertes, améliorer les services de l'électricité. S'il vous plaît, quelle est votre lecture de cette opération? Est-ce un bon deal pour le Cameroun? Je dirais, effectivement, le deal n'est pas le meilleur, mais ce qui est important, c'est l'objectif. Il y a 3 ans, à peu près, et même il y a 2 ans aussi, j'ai fait une émission au Cameroun où on parlait déjà, je dirais, des prémices d'une possibilité, d'une difficulté énergétique au Cameroun. Et en réalité, ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que le système voudrait que nous achetions aujourd'hui et donc, à partir de cela, maîtriser la problématique et être capable de gérer les choses de façon optimale. Et je disais donc que j'ai davantage parlé dans le passé des problèmes qui pouvaient survenir sur la problématique énergétique au Cameroun. Et aujourd'hui, il est quand même important de noter que cette décision est prise. Elle est actée. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, je dirais qu'elle n'est pas la plus appropriée, même si je suis pour la renationalisation de cette société et autres au jour d'aujourd'hui. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder l'avenir, de pouvoir vous nous dire, est-ce que cette décision inique ou bonne, mais plutôt inique, davantage par rapport à ce qu'on peut analyser aujourd'hui, est-ce qu'on peut transformer ce défi en opportunité? Et moi, j'aurais souhaité davantage analyser cet aspect-là. Maintenant, si vous voulez que je parle à peu près de la situation, moi, je dirais que
n'était pas le plus approprié au niveau timing et au niveau coût et au niveau situation de cette société-là. Ce n'était pas la meilleure des opérations. Mais maintenant, c'est acté. Je considère que ça peut être une très grande opportunité pour nous et pour notre pays par rapport, je dirais, à la souveraineté énergétique. Par contre, si on s'arrange et on le fait de façon optimale. Et c'est de ça que moi, je voudrais davantage parler, de qu'est-ce qui peut être le futur développement de cette société nationale. Perspectives futures et opportunités, nous allons certainement en parler, mais d'abord, pourquoi, à votre sens, est-ce que cette société, au départ, la SONEL, a été privatisée en 2001? Qu'est-ce qui peut avoir expliqué cette décision qui était querellée quand même par le leadership de l'époque? Je vais vous dire une chose, et en réalité, c'est une discussion que j'ai eue lors de la privatisation de la SONEL. J'étais encore un peu un jeune ingénieur, et les gens qui ont travaillé sur cette privatisation, il y avait quelqu'un d'extrêmement brillant, ministre à l'époque, spécialiste de l'énergie, il a été ministre des Finances, et j'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer à Paris quelques mois simplement après la privatisation. Et j'ai pu vous dire que je n'ai pas été très tendre parce que j'avais encore la fougue de la jeunesse pour lui dire que c'était une erreur grandiose et en lui expliquant pourquoi est-ce que c'était une erreur. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il faisait partie de ceux qui avaient œuvré pour la privatisation, mais il n'a en aucun cas rejeté tous les arguments que j'avais sortis. Il m'a simplement dit qu'il y avait une situation qui imposait à ce que cette décision soit prise. Qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce que je pouvais apporter pour qu'on puisse améliorer cela. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à travailler avec lui dans le sens où je lui envoyais les arguments et autres, et parmi lesquels la réorganisation du système énergétique camerounais, qui a été suivi, même si ça n'a pas été suivi comme on le discutait à l'époque, mais qui a été suivi, je dirais, avec beaucoup de retard, bien sûr, et qui divisait donc la production, le transport et la distribution, avec un cadre réglementaire approprié. Malheureusement, cette division n'a pas été faite de manière optimale parce qu'on a créé d'autres entités qui ne faisaient que rajouter les dépenses à la dépense, et notamment, on ne voyait pas l'idée de créer EDC sans lui donner vraiment le patrimoine énergétique camerounais et autres. Le cadre réglementaire n'a jamais été vraiment fonctionnel de manière optimale, et le transport d'énergie non plus a pris beaucoup de temps pour être mis en place et qui devait être national. Et quand il a été mis en place, il a eu aussi beaucoup, je dirais, de difficultés pour pouvoir avoir sa capacité optimale de fonctionner. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, en réalité, la décision était unique. Les solutions qui sont venues dans la suite allaient dans le bon sens, même si elles n'étaient pas, je dirais, mises en œuvre comme il le fallait. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans une situation comme celle où on se retrouve aujourd'hui. Maintenant, on repart vers la renationalisation. C'est une bonne chose. Le timing est autre, ça c'est autre chose. C'est une bonne chose qu'on repart vers la renationalisation. Mais déjà, la question, c'est de savoir pourquoi on repart vers la renationalisation. Pourquoi est-ce que le système international qui nous a poussés à privatiser nous repousse à renationaliser? Et tant qu'on n'a pas analysé correctement cette situation, on va encore de plus en plus rencontrer des difficultés avec notre société nationale. So you said a few things in your response. One thing I gathered was the breakup of the energy sector into three different parts: manufacturing, distribution or transmission, transportation. Manufacturing, transportation or transmission, production. and then production, and then distribution. And you think that the framework was faulty. Why was the government, number one, in such a hurry? Number two, what would have been a better framework? Do you think that we should have kept it as a single entity instead of breaking it up when we were visibly unprepared? Would this account for the reason why, even with the Natchigol Dam having a capacity of 420 megawatts at full operation potential, we are not able to reflect, this is not reflected in households? Now, what I would like to say, most of the time in our country, we are implementing our program based on some injunction coming from the international system. We have certainly been put in a tight corner.
because I am quite sure that the people that took the decision to privatize Eneo, at the time it was Sonel, certainly they were in such a situation that this was not, it was the only option they might take at the time, based on the information they had. But I am also on the opinion that certainly they didn't have all the real and technical information related to the energy sector. Now, they took this decision and they began looking for how to implement it properly. Unfortunately, when the international system come to your country, if you are not well prepared, if you do not have arguments in order to really to be able to tell them, look, are we not embarking on that? If you do not have the appropriate leadership, like they had, for example, in some country like in Korea, when Korea wanted to embark on nuclear power, all the international system told them to never do so. They took the decision, they embarked on it, and this was, I can say, the best opportunity for the development of this country. When I'm talking about Korea, I'm talking about South Korea. Indeed. That means that we were put in a situation where we took a wrong decision. Now, when it's appeared to implement the appropriate mechanism, enabling us to certainly to improve, or at least to be in a better situation, we took a lot of time to do so. And even when we did it, the implementation was not always optimum. But I think that, Angie, being here and saying that most of the thing in the past was not appropriate is not the best thing to do when we are having such an interview. I think that a lot of things and some of the actions could be implemented based on the knowledge, the information people they have at the time. And sometimes they do not have all the information that are provided to them, put them in such a situation that they don't have any other option. Cameroon is facing a lot of difficulties at the financial standpoint. That means that when the World Bank, the IFC, and even the IMF, they come, it's sometimes very difficult. You also know that in terms of energy planning, we do not have the best energy plan. Most of our energy plan doesn't use the best tools that are in the market that enable us to really to have the better perception. I will tell you one thing, I had one of my DDG in the past at the International Atomic Energy Agency, who was always telling me, Vincent, never follow someone who doesn't know where it's going. And unfortunately, most of the time, we follow people that doesn't know where they are going because they don't know exactly, they don't have exactly the best plan for our development, and sometimes they have a different agenda. That means that if you have someone coming from a country X, not being a Cameroonian, when he wants to do something in Cameroon, he look the interest of this country X instead of looking the interest of Cameroon. For someone like me who is looking for a change of the country, it's not, no, I am quite sure that a lot of people in Cameroon, they would like to change things. A lot of people at whatever. But the system, the mechanisms that allow them to implement what they are looking for are not always appropriate. I will give you one example. There are people in Cameroon, very high level. They can be like, what I can say, a general of an army or whatever, a commandant of something, or maybe a DG of a company. They are looking for means for them to be able to operate or to implement their work, their day-to-day work properly. For example, they need for oil for their car, benzene, gasol, or whatever. Do you know that for sometimes they may spend 2 months, 3 months without receiving the allocation that will give them the necessary means to run their cars properly and to give them to the staff in order for them to do their job properly. Why? Because there will be some people that has to sign this document that give them what they need for their work, and they will be wasting time. Let's see, when we are talking about the delay, there was this project of Nachtigal, for example. You have the production and the transport. And a good manager knows that
when you have a take-or-pay project, you implement the construction of the power plant itself. You should complete the transport of the energy 1 day at least before the completion of the construction of the power plant. At least. Today, the power plant is complete, is constructed, but the transport of energy to Douala is not yet complete. At the same time, you have to pay 100% of the electricity you consume or you do not consume. You understand? Can And you when you are facing restate this in French, just so that the French-speaking audience that is also watching us can understand what you are saying? Because I think that this is pretty capital, and I don't want them to lose out on it. You're saying that we are producing energy, but because of a lack of transportation, we are still paying for what is not being consumed in enterprises and houses, correct? Indeed, and saying it in French, aujourd'hui, nous avons effectivement beaucoup de problèmes. Et il est important de bien les analyser et pouvoir apporter des solutions, ou du moins pouvoir dire comment on pourrait les améliorer. Je donne encore cet exemple. On a, et je le prends au niveau de l'énergie, on a le barrage de Nachtigal. C'est un barrage qui a été, au niveau contractuel, pris sous le prisme de take-or-pay. Take-or-pay, c'est quoi? C'est un mécanisme qui dit, à partir du moment où la centrale est construite, que tu utilises l'électricité ou pas, comme ça ne s'accumule pas, eh bien, tu payes ce qui pourrait être produit ou pas. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, quand on met en œuvre un projet pareil, on s'arrange au niveau management à ce que, au minimum, un jour avant la construction, la mise en opération, en exploitation de la centrale, que le réseau soit terminé. Aujourd'hui, la centrale est terminée, le réseau ne l'est pas. Et pourquoi? Parce que des gens qui ne maîtrisent peut-être pas de manière optimale la gestion d'un tel projet l'ont divisé, et le mécanisme PPP est fait pour transférer une grande partie des responsabilités, des garanties et autres auprès de la SPV, donc de la société qui construit, et au niveau du constructeur. Aujourd'hui, c'est nous, le Cameroun, qui avons pris toute la responsabilité, donc on est obligé de payer des sommes énormes en divisant la gestion de la construction du réseau et de la construction de la centrale. Pourtant, on aurait pu faire cela par une même compagnie, et donc c'est cette compagnie-là qui avait la responsabilité et qui, d'une certaine manière, nous assurait à ce que nous puissions avoir l'énergie produite qui est distribuée. Alors là, on paierait ce qui est normal. Aujourd'hui, on a divisé cela, je ne sais pas pourquoi. Parce que, certainement, c'est des gens qui n'étaient pas habitués à gérer ce genre de projet, et il suffit que le transport, la gestion ne soit pas optimale, il y a toujours des problèmes avec des gens qui doivent être dédommagés, qu'on ne fait peut-être pas tant. Au niveau du transport, il peut y avoir une saison de pluie qui est très forte et qui ne permet pas de progresser rapidement. Qu'est-ce qui se passe? La construction finit, le transport n'est pas bon, et vous payez la totalité de ce qui est produit. Donc aujourd'hui, je crois que, ayant appris cette leçon, déjà, il est important de savoir que quiconque est dans les mêmes conditions. Donc, ça veut dire qu'on va continuer avec les mêmes difficultés si on n'essaye pas d'améliorer les choses d'une certaine manière. Mais je vais terminer par... Oui, je vais terminer par là. Moi, je connais des pays aujourd'hui en Afrique. Si vous entrez voir le ministre, vous lui dites, je vais construire une centrale, je veux un mécanisme take-or-pay, et en même temps, je veux que vous nous donniez une garantie, soit souveraine, soit sur l'achat de l'électricité. Il ne continue plus la discussion et vous dit de sortir. Nous signons sur des centrales hydroélectriques des contrats take-or-pay. Maintenant, ils sont signés. On est là en train de pleurer. Est-ce qu'on doit y rester? Non. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nous minimisions les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans les jours à venir. Et maintenant que nous avons une société qui est nationale, qu'est-ce qui doit être fait pour faire en sorte que, je dirais, le mécanisme soit le mieux ordonné? Et ça, on pourra en discuter tout à l'heure.
Thank you so much. And if you're just joining us, this is Angie Forbin. We are live on Facebook and on YouTube. The name is the same as the handle. Dr. Nkonja Vincent, who is a nuclear expert, is our guest today, and he's breaking down all the complex rocket science issues regarding renewable energies, but also fossil fuels, as we'll be discussing in this program during a 1-hour session. I'll go ahead and read a few comments. Kennedy Ejasha says, great job to you, sir. Leslie Fritz Bongajum says, so proud of Vincent. I have worked with him and he helped me win the African Youth Energy Innovator of the Year 2019 in South Africa. He is truly an expert in energy. I'll read a comment from somebody who is contributing from the YouTube platform. She says, her name is Geneviève Temoul, and she says, que pense Monsieur Nucléaire de la nationalisation de Eneo Cameroun? Est-ce une avancée majeure pour le pays ou bien est-ce que encore c'est un secteur qui restera camerounisé, échec Camtel? I know you've kind of responded to that in the beginning, but you might want to add a word or two just in response to her question. Oui, de façon très simple, c'est une avancée majeure par rapport au Cameroun. Le seul problème, c'est que les défis et les opportunités, c'est comme deux faces de la même pièce. Les défis, aujourd'hui, peuvent être transformés en opportunités demain. Les opportunités pour certains peuvent être des défis pour les autres. Donc, ce qu'il y a, une décision est prise. Elle est actée, on ne la discute plus. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Et là, je pourrais dire deux mots. Aujourd'hui, on a la possibilité donc d'avoir la production, le transport et même la distribution gérée par une même tête, par un même mécanisme. Mais docteur Konjok, est-ce que vous avez la confiance en la capacité managériale du gouvernement qui est quand même, dont les édifices publics sont quand même ceux qui sont redevables à cette société à coût de plus de 700 milliards de francs. Et selon les sources, tous les mois, cette société est endettée parce qu'il y a des factures impayées par les édifices publics à près de 5 milliards de francs tous les mois. Est-ce que vous avez confiance en la capacité managériale de remonter cette pente? Non seulement. Et si oui, comment est-ce qu'on peut entreprendre de le faire? J'ai entièrement confiance que les Camerounais peuvent bien gérer cette société. Et vous savez, il faut toujours apprendre. L'histoire nous apprend beaucoup de choses. Monsieur Niat a géré cette société. Elle était plus petite peut-être et autres. On n'a presque jamais, ou je ne crois pas, du temps où j'ai été là, où il a été DG, on n'a jamais eu des délestages comme on les a vécus après la privatisation. Je peux vous dire, moi, parce que beaucoup de gens ne font pas des analyses les plus appropriées à certains moments. Moi, j'ai regardé, parce qu'on m'a envoyé comme ça circule, la photo de la privatisation. Et au centre de cette photo, il y a quelqu'un, Yannick Nana par exemple, qui n'a pas été recruté par les Camerounais parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de Camerounais capables de pouvoir travailler sur les aspects financiers de ce projet, plus qu'à don. Au début, on est parti recruter un cabinet extérieur. Eh bien, c'est la société Actis qui, semble-t-il, avait recruté à l'époque Yannick Nana et qui a fait du bon boulot. Ça veut dire que les compétences sont dans le pays. Je vous donnerai un exemple différent. Moi, j'ai vu, c'est quelqu'un qui est un frère pour moi, M. Ernest Zikoum, il est venu au Cameroun, on a trouvé que c'était le plus mauvais manager camerounais et autres, et il est rentré au Sénégal et c'est lui qui a été la personne qui a relancé Air Sénégal en étant le numéro 2 de Air Sénégal. Donc, pour les ressources camerounaises, vous allez dans n'importe quel pays, vous êtes aux États-Unis, je peux vous citer une dizaine de gars qui ont des postes parmi les plus élevés que les gens ne peuvent même pas s'imaginer et qui sont aux États-Unis et qui sont camerounais. En France, je peux vous en citer. En Allemagne, on a 7000 ingénieurs dont certains dirigent des très grandes sociétés au niveau du développement et autres, dont les ressources humaines ne manquent pas. Le problème, c'est de pouvoir être capable de les identifier. Je vous ai dit, je me retrouve au Sénégal 6 mois plus tard, on m'avait identifié.
et autres, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Have great human resources, but the laws or the policies are not the very best. But what do you do if you have the powers and the magic wand to change this in 6 months? I will tell you what I will do. But first of all, I wanted to add some few things. First of all, I am a person that has been able to resign from the International Atomic Energy Agency. That means that resigning in Cameroon is something, is only taking my pen and making a signature. And in Cameroon, this is not something you can do easily, or this is not something people they can accept in Cameroon. That means that I'm not a good person. That was the first thing. The second thing is that, putting someone like me in a position where I will only be there because I will be having a salary or whatever, this is not also my way. I am almost 60 right now. That means that, and I have worked very hard in my life. I am coming from I would say in French, they say famille modeste, but in reality, it's a poor family. But my father was having a salary, he was a civil servant, that's not a problem. And I have been able to work very hard. And today, what I have put in France and in the IEEA and what I'm doing now give me the opportunity to live normally right now. That means that I cannot be able to go and be taking everything. And for that, I would say having a company like Eneo as it is today, this will be very difficult for someone like me to implement as such. Why? Because you will still be fighting with some of your colleagues. For example, why could you have Eneo, a national company? You have the Sonatrel, a national company. You have EDC, that is producing electricity, a national company. And this is a waste of resources, a waste of money and whatever. That means that the first thing it is to begin having an appropriate strategy. And for that, you have the position of DG of Eneo. You know that you know the direction where you are going. You know that in the next 6 months, you will be absorbing, for example, EDC. You know that in the next 1 year, you will be working closely with Sonatrel, but in the next 2 years, you will be working as a team, and you or someone else will be the leader. But you will now be able to have the necessary critical mass that enable the company to evolve. This is the perception. This is what I will say. That means that coming and saying, I will take this decision, that will take this decision, if you do not have the critical mass, if you do not have the power, how you can take the decision? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas être à la recherche d'être directeur de tel ou directeur de tel autre. Si on n'a pas une vision claire qui est définie et une stratégie pour pouvoir y arriver. Moi, aujourd'hui, je suis davantage dans la logique, nous voulons la souveraineté. Si nous voulons la souveraineté, nous devons être forts. Et si nous devons être forts, c'est que nous devons avoir une entité. Je vous donne un exemple. Si vous allez en Malaisie, vous allez trouver la société TNB. Tenaga National Bihar. Cette société-là fait la production, fait le transport, fait la distribution, mais aussi a des filiales pour fabriquer les poteaux électriques qui peuvent être en béton ou métallique, pour fabriquer du câble avec je dirais, une association avec des sociétés coréennes et ainsi de suite. Donc, ils ont la masse critique aujourd'hui de pouvoir être capables de réaliser même beaucoup de leur travail, de leurs activités. Il est important de savoir que quand on regarde la planification énergétique est basée sur quoi? Sur les besoins et sur, c'est-à-dire la demande et sur la capacité du pays. Et cette capacité du pays, c'est quoi? C'est les ressources que nous avons. Simple. Si vous voulez manger du ndolé et que vous avez le cum et que vous n'avez pas d'argent, vous mangez d'abord le cum. Et effectivement, si nous avons de l'eau, on fait de l'hydro. Si on a du solaire et ainsi, c'est comme ça qu'on crée je dirais, le mix énergétique. Mais quand vous parlez du mix énergétique, quel est le point le plus important? C'est la technologie. Le point le plus important, les finances et autres ont une certaine importance, c'est l'acquisition de la technologie. C'est pour cela que les Chinois, les Coréens ne viennent jamais acheter une centrale sans pour autant acheter une partie de la technologie. Et aujourd'hui, si nous voulons être capables d'acheter la technologie, ce n'est plus faire les projets comme nous le faisons.
C'est d'avoir une entité solide qui est capable, quand elle achète même une centrale et autres, elle est capable d'avoir des divisions ingénierie qui seront capables de pouvoir reconstruire dans les années à venir une centrale identique. Si vous allez à EDF, c'est ce que vous allez voir. Vous allez partout. C'est une stratégie. Et donc, tant que vous êtes là, vous n'avez pas cette stratégie, simplement parce que vous voulez un poste de DG, on va vous donner 10 millions ou 5 millions. Vous faites quoi avec? Vous donnez, vous distribuez à la famille, et puis quand il y a les élections, on vient vous ennuyer en vous disant, vous devez financer le parti au pouvoir, et c'est tout. Donc, ce n'est plus comme ça qu'on doit gérer. Moi, je suis pour le changement, et le changement, c'est changer ces mécanismes-là. Ce n'est pas changer les hommes. Beaucoup de gens sont là pour changer les hommes. Donc, on va enlever le DG, je crois c'est un Marocain ou un Tunisien, je ne sais pas, qui est actuellement là. On va l'enlever. Oh oui, mais Vincent, tu viens de... Non, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce n'est pas le remplacement, c'est le changement. Donc, quand on a renationalisé Eneo, ce n'est pas simplement d'identifier quelqu'un et le mettre DG. C'est de donner une feuille de route appropriée, après une mûre réflexion qui permet, on peut mettre un directeur général par intérim pour faire passer les affaires courantes. On voit maintenant la vision, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va créer une masse critique et autres avec un certain nombre d'entités. L'AER aujourd'hui qui fait l'électrification rurale ne peut pas exploiter. Vous connaissez le nombre de centrales solaires qu'on a conçues au Cameroun qui n'ont jamais été mises en service? Pourquoi? Parce que Eneo n'est pas venu pour pouvoir les exploiter. Et deux fois, c'est les villageois qui viennent les prendre et au bout de 6 mois, ils sont en panne. Aujourd'hui, si vous prenez l'AER et vous l'introduisez, ne serait-ce que sur sa partie mise en œuvre et autres au niveau du Eneo actuel qui sera la Société nationale d'électricité du Cameroun et autres, ça change complètement la donne. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'impact avec cette électrification rurale. Et surtout que l'électrification rurale aujourd'hui, on peut même faire comme on l'a fait dans d'autres pays, les systèmes décentralisés avec les concessions d'électrification rurale qui pourront faire en sorte que c'est des privés, c'est vous, c'est moi et quelqu'un d'autre qui dit, ben voilà, dans tel village, je peux fournir l'électricité aux 50 personnes qui sont là, bon subventionnement de l'État, et ils s'occupent de ça. La Société nationale fait les grandes choses. Quand vous voulez, là, on a une société qui doit faire la construction de la centrale qui a été faite. Je vais vous donner un exemple. Vous savez ce qui fait l'argent? C'est la garantie. C'est la garantie. Si vous allez dans une banque, vous avez un bon projet, moi j'ai un bon projet. Si vous n'avez pas de garantie, moi j'ai la garantie, on va financer mon projet et non le vôtre. Qui donne les garanties des projets au Cameroun? C'est le Cameroun. Donc c'est le Cameroun qui apporte l'argent. Alors, pourquoi le Cameroun ne donnerait pas cette garantie à la nouvelle entité Eneo qui sera là pour que c'est Eneo qui construise ces centrales et que c'est Eneo qui soit le possesseur de la centrale comme celle qu'on a à Kikot ou quelque chose comme ça? Pourquoi on ne le ferait pas? Je sais bien que le système international ne le souhaiterait pas, mais on a aujourd'hui des mécanismes de financement. Hein? L'autre jour, les Sénégalais avaient des difficultés, pas de possibilité d'avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir la diaspora. L'argent est venu. Donc, aujourd'hui, il faut simplement qu'on soit beaucoup plus imaginatif, qu'on soit beaucoup plus dans, je dirais, la stratégie et avec pour objectif comment est-ce que nous allons, d'une certaine manière, gagner notre indépendance. Et la première indépendance, les gens parlent de la politique, les gens parlent de n'importe quoi, la première indépendance, elle est davantage énergétique avant même d'être économique, avant même d'être industrielle. We thought that we were going to be able to wrap up that part of the conversation because still we want to discuss your experience in nuclear or atomic energy when we come back. But we have 2 more questions that came up. Olua Itobi asks, Dr. Konjo, que pensez-vous de l'énergie éolienne ou bien voltaïque? That was his question. Toutes ces sources d'énergie sont importantes pour nous. Quand on parle du mix énergétique, ça veut dire que tout ce que vous possédez, vous devez l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir arrondir ou avoir un mix énergétique optimum. Et ceci passe par la planification énergétique. Et ceci se fait sur 25, 30 ans, voire 35 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait une planification énergétique au Cameroun, c'est la visibilité de notre développement énergétique jusqu'en 2050. Et nous avons le soleil, dont on doit utiliser le solaire. Nous avons l'eau, dont on doit utiliser l'hydraulique. Nous avons du gaz, dont on doit utiliser les centrales à gaz. Moi, je dirais même, nous avons de l'uranium,
pourquoi pas commencer à réfléchir comment nous pourrons utiliser même le nucléaire dans le futur. Donc, à partir de cet instant, il sera important de maîtriser d'une certaine manière les technologies. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'énergie. On a des énergies renouvelables comme le solaire et autres qui sont des énergies extrêmement importantes. Mais où se trouve leur impact? Leur impact est pour améliorer la vie de la population. Ça peut se faire dans des petits villages, loin des villes, et ainsi de suite, des mini-grids, des mini-réseaux, des réseaux même isolés et autres, pour pouvoir faire en sorte que le peuple vive bien. Mais ce n'est pas des sources d'énergie qui vont nous permettre de nous industrialiser. Pour nous industrialiser, il nous faut des sources d'énergie de masse. Et les sources d'énergie de masse sont différentes. Et c'est ces sources d'énergie de masse qui vont permettre à ce que le prix de l'électricité baisse. Le Cameroun a 3 problèmes et les problèmes de l'énergie aujourd'hui, c'est que cette énergie doit être moins chère. Quelqu'un qui ouvre son usine plastique et vous lui dites de payer le kilowattheure à 120 francs, comment vous voulez qu'il la rentabilise et comment vous voulez que son équipement soit compétitif par rapport à ce qui va être fabriqué en Chine ou en Corée où l'électricité est à peu près 5 fois moins chère? Il ne pourra pas. Donc, industriellement parlant, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, il nous faut donc utiliser les 2 mécanismes, ça veut dire les énergies qui vont faire en sorte que nous ayons l'accès universel, et c'est sur ça qu'on va nous classer comme un grand pays, parce que la totalité des Camerounais ont accès à l'électricité, mais il faut aussi que l'énergie soit disponible, mais surtout qu'elle soit moins chère, ne serait-ce que dans les bons centres industriels, de telle manière que quand un industriel vient, il sait qu'il va construire un logement, il va se battre pour les ressources humaines, mais il aura une énergie disponible et à bon coût. Donc, l'hydraulique, pas l'hydraulique, l'éolien et même le solaire sont extrêmement importants pour nous. Mais maintenant, en ce qui concerne l'éolien rencontre une certaine difficulté dans la mise en œuvre. C'est que pour mettre en œuvre l'éolien, il faut faire beaucoup d'études au préalable pour pouvoir maîtriser la direction du vent et la quantité de vent. Parce que les gens, ils se mettent devant la mer, ils se disent, oh, il y a beaucoup de vent ici, on va mettre une centrale éolienne. Ce n'est pas comme ça. Il faut analyser le vent. Quand vous regardez une tour éolienne, c'est 25 mètres pour faire 2 mégawatts et demi. 40-50 mètres, les pales et autres pour faire par exemple 5 mégawatts. Donc il faut s'assurer qu'à cette hauteur-là, on aura le vent une très grande partie de l'année. Donc on est obligé de mettre des tours, évaluer cela pendant 1 an, 2 ans. Quelqu'un qui doit investir ne peut pas le faire. Donc qu'est-ce qui se fait? C'est que les pays, dans le cadre de leur planification énergétique, vont par exemple investir pour le faire. Donc, quand vous voulez construire une centrale éolienne, on vous dira, faites-la ici, vous allez avoir ces rendements et on vous donne les documents. Là, ça se fait plus facilement. Malheureusement, on ne l'a pas fait au Cameroun. Donc, l'éolien se développera difficilement. Mais c'est quelque chose aussi qui viendra. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, au fur et à mesure qu'on va se développer, eh bien, tous ces mécanismes-là pourront être travaillés par le gouvernement et pourront être accessibles pour les investisseurs. You know what I did in addition to advising government, I also initiated a project to have I can say rural electrical concessions, to produce electricity and to commercialize electricity to the poor people. This is a project I wanted to implement in Cameroon. Especially, I know that my region is even one of the worst region in terms of access to energy. There are a lot of hydropower plant in my region, but at the same time, this region is also a place where there is no electricity. And today we are having a lot of small program where we provide some, how can I say, we provide some solar street lamp to the population. In some village, we will put 2 or 3 solar street lamp. There's a lot of things we are doing, and we are having a lot of Cameroonians with a lot of energy. I can even enumerate several, like Dr. Tedgar, who is really one of the person pushing a lot of things with a group of people
behind, working very hard in order really to help. I think that there is a lot of things that one can do in Cameroon, and I'm willing to do so, especially if this can bring an added value. Unfortunately, the mechanisms for the electrical concession are not really well established, and those are the mechanisms even I would like to highlight that the country may wish to really find a way of putting this rural electrification through rural concession, electrical concession that may bring, I can say, another energy to rural peoples. There is a lot of things that one has to do, and for the time being, my company is established in Senegal and also in Cameroon. And in Cameroon, I would like to say that I am employing more than 50 people working in my company. And this, for me, really today is one of the best things and the added value I can bring to my country. Mais un des points que je voudrais juste highlight, c'est tout ce qui est au niveau de la distribution et notamment les transformateurs électriques. Ça, il est aujourd'hui impensable que cette société, qui dans le temps, moi je connais, il y avait le service laboratoire entretien électrique dans les années 70-80 et autres, et d'autres services qui étaient capables de maintenir les groupes électrogènes de manière optimale, de réparer, de tester, de valider les transformateurs et surtout les petits transformateurs BT-MT que nous avons aujourd'hui et qui se grillent quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce que la qualité n'est pas toujours optimum. Et la qualité n'est pas optimum. Pourquoi? On peut bien tester, mais c'est davantage les normes. Quelles sont les normes qui ont été mises sur place qui permettent à ce que la qualité de ces transformateurs, quand ils rentrent même au Cameroun, qu'ils soient bons et qu'on soit sûr qu'ils vont fonctionner convenablement. Parce que les gens ne parlent que de délestage. Les gens oublient les coupures électriques qui sont dues au fait qu'un transformateur a claqué ici et certains qui sont en surcharge parce qu'il n'y a pas le contrôle du réseau pour savoir que ce quartier est en train de se développer. On y a mis un transformateur de 50 kilos et autres, il faut peut-être monter à un de 100, voire 150, voire plus, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, le problème, par exemple, de la distribution électrique et la mauvaise qualité des équipements est dû au fait que, au niveau de la maintenance, on n'est pas les meilleurs. Et surtout, quand bien même on serait même bon, le jour où il y a un transport qui a claqué, si on n'a pas en stock, et ça peut arriver, eh bien, il faut les commander, peut-être en Chine ou en France. Le temps de les mettre dans le bateau, ça fait 2 mois. Et pourtant, les transformateurs fabriqués au Cameroun, ça peut être une filiale facile de Eneo. J'y ai pensé dans les années 2010 de pouvoir créer un mécanisme qui fabrique des transformateurs au Cameroun et si c'est même possible, les mettre sous la forme d'une filiale ou du moins une société ou un PPP avec Eneo comme à l'époque, oui, c'était Eneo, comme actionnaire. Mais ça n'a pas marché parce que ça n'intéressait pas. Ceux qui travaillaient à l'époque étaient plus intéressés à commander des transferts en Chine, ils vont commander 200 transferts. Si on prend 10% de 200 transferts commandés en Chine, on s'achète une Mercedes. Donc, c'est ça. Souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas envie de faire des choses au niveau local parce que ça ne rapporte pas à l'individu. On préfère les acheter parce que là, on a des pourcentages qui sont beaucoup plus appropriés. C'est davantage ça. En réalité, vous voyez, beaucoup de gens regardent des choses en micro. Moi, j'essaye d'en parler en macro. Et ça veut dire de regarder des choses de manière beaucoup plus holistique parce que c'est ça qui nous permettra de progresser. Si on est tout le temps, et malheureusement, dans nos pays, ce n'est pas un problème camerounais, on est tout le temps en train de régler des problèmes en micro. Ça veut dire on rencontre une difficulté, on réagit. Au lieu de reculer, réfléchir, regarder l'ensemble et trouver une solution qui va être capable de régler quasiment, ou du moins initier le règlement de la totalité des problèmes en même temps. Isn't nuclear energy and couldn't the consequence of nuclear energy be the proliferation of nuclear weapons? And isn't this altogether a double-edged sword? I can speak on this issue. How can I say it in English? But I can speak on this issue as now
for the first time, I can speak as an expert, because the strategy, the vision, the document that was developed in order to assess the implementation or to assist on the implementation of nuclear power in new country has been developed by a group under which I was one of the leaders. Please say this in French, sir. You can say it in French. Je reprends. Je peux parler avec autorité sur ce problème parce que l'approche de l'AEA qui a été développée pour aider, guider, et qui est même devenue aujourd'hui comme la Bible du nucléaire pour l'introduction de l'électronucléaire dans les pays primo-accédants, je fais partie de ceux qui l'ont créé. Ça veut dire que je maîtrise exactement comment introduire l'électronucléaire dans les nouveaux pays. Et comme première chose, il n'y a aucun lien. There is no link between nuclear weapon and nuclear power. Il n'y a aucun lien entre les armes nucléaires et l'électronucléaire. Le seul lien qu'il pourrait avoir quand on développe l'électronucléaire, c'est sur l'enrichissement du combustible. Parce que si vous pouvez enrichir le combustible à 1%, vous pouvez l'enrichir à 95-99%. C'est exactement la même chose. La technologie de l'ultra-centrifugation gazeuse est la même pour 1% qu'à 99%. Et à 99%, vous faites la bombe. À 4%, vous le faites sur la centrale nucléaire. Donc, à cet égard, on se dit, on préfère que vous ne le fassiez pas à 4% parce que ça va vous donner la possibilité de le faire à 99%. Et à partir de cela, nous avons développé donc l'approche dont je vous parlais, qu'on appelle le Malson Approach. Pour ceux qui nous suivent, ils vont sur Google, ils font Malson Approach, ils peuvent mettre IAEA, PDF, ils vont voir un document PDF qui est à la révision 2, donc qui a été fait récemment. La révision 0, donc le document initial, je fais partie de ceux qui l'ont rédigé. Maintenant, il y a une révision 1 où j'ai toujours participé et la dernière révision 2 aussi, j'ai participé, mais de manière un peu lointaine. Donc, à partir de cela, et ce document nous explique qu'il y a 3 phases de développement et autres et 19 considérations. Et je vais juste rajouter que quand on a 19 considérations, c'est pour le nucléaire. Si on enlève les 6 considérations qui sont liées aux radiations, la sécurité nucléaire, la sûreté nucléaire, la radioprotection et ainsi de suite, eh bien, on se retrouve avec 13 considérations. Et ces 13 considérations, quel que soit le projet que vous mettez en œuvre, que ce soit un projet de centrale hydraulique, de raffinerie de pétrole, de centrale solaire et autres, l'introduction d'une technologie, c'est exactement la même méthodologie. I will say it in English also. I wanted to say there is no link between nuclear power and nuclear weapon because there is a document that is called the Malson document, the Malson approach of the IAEA. All people, whatever the people that are following what we are saying here, they can find it in Google. They make Malson approach, IAEA, PDF, they will find a document. It is now the revision 2 of this document that was developed initially in 2007 and published in 2008. And I was one of the fathers of this document. I was one of the people that were promoting even this document that is like the Bible of nuclear today. And with this document, we were able to assist countries like UAE, like Egypt recently, like Turkey, to embark on nuclear power and to build their first nuclear power plant. Why? Because there was several countries that were spending 20 years, 15 years without having the possibility to access to nuclear power. There were a country like Iran where they were building a nuclear power plant for 2 decades and they were not able to complete it. And with this document,
I was myself in Iran in order to assist them to commission their first nuclear power plant in Bushehr. That means that this document gives you all the 19 issues to be followed, as well as the 3 milestones in order to embark on nuclear power, or maybe to absorb whatever the technology. Because within these 19 issues, 6 of those issues are related to nuclear and radiation. But the other 13, they have no relation with nuclear. That means that if you are building a refinery or whatever, you can use this document for the country to absorb the technology. The problem we are facing today is that we are building infrastructure, we are building plants, but we are not absorbing a technology. And it is why whatever our program, industrial or energy, they are not sustainable. Because we are always dependent. Never we can have our independence if we continue working as we are working today. À partir de votre expérience à l'AIEA et en Afrique, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le nucléaire peut être accessible pour un pays comme le Cameroun, peut-être dans les 15 à 20 prochaines années? La réponse est oui. Mais je préfère ne pas souvent m'aventurer à dire oui, ils vont le faire. Je préfère souvent dire il faut d'abord faire la faisabilité, ou du moins la préfaisabilité, pour déjà savoir si nous sommes capables d'absorber une centrale nucléaire, et ça je crois que nous le sommes, et pour pouvoir être capables d'absorber la technologie nucléaire. Je vais vous dire une chose, quand nous lancions vers 2008 le programme électronucléaire aux Émirats arabes unis, c'est un pays qui est de très loin plus riche que le nôtre, donc vous allez me dire qu'ils ont beaucoup plus de facilité, c'est vrai. Mais ce pays, quand ils ont lancé ce programme et autres, ils avaient un seul ingénieur nucléaire. Un seul. Et il en fallait par centrale, à peu près en tant qu'ingénieur, il faut à peu près 700 personnes par centrale. Donc, vous comprenez. Et aujourd'hui, ils ont déjà réussi, ils sont presque à 70% de localisation de leur personnel et autres. Et ils ont 4 centrales nucléaires. Et vous comprenez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, et le Cameroun aujourd'hui, a de très loin plus d'ingénieurs nucléaires que les Émirats avaient en 2008. Je vais encore vous dire une chose. Quand les Coréens se lancent dans l'électronucléaire, ils ont un PIB qui est de très loin inférieur au PIB du Cameroun aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils vendent des centrales nucléaires. Et c'est ça qui a fait le déclic. Parce que beaucoup de gens, vous comprenez, et ça, j'aimerais vraiment le dire, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que le nucléaire peut apporter. Pour une seule chose, parce que beaucoup de gens, et surtout en Afrique, ne connaissent pas la gestion d'un projet. La gestion d'un projet, la plupart du temps, c'est des gens compétents qui se retrouvent. Le nucléaire a cette particularité, c'est que c'est un projet où quasiment tous les métiers se retrouvent. Vous avez besoin des communicateurs, vous avez besoin des journalistes, vous avez besoin des spécialistes des sites, des hydrogéologues, des géologues, des spécialistes du nucléaire, des électriciens, et ainsi de suite, des chimistes et autres. Et vous savez, la technologie en premier, la technique en premier, la science en premier, c'est d'abord le langage. Parler, le langage. C'est ça la base. Ça veut dire quand vous entendez un informaticien parler, entre informaticiens, ils ont leur langage que vous n'allez pas suivre de façon normale. Vous trouvez des agriculteurs parler, ils ont leur langage. Maintenant, vous avez un projet où vous avez tout ce monde-là qui arrive à commencer à parler le même langage. Donc, ça veut dire qu'ils entrent dans la même réflexion. Ils entrent dans la même façon de réfléchir. Pourtant, ils ont des métiers différents. Et bien, ces gens, si vous les et ils gèrent un projet nucléaire, ils arrivent à bout. Si vous les enlevez, vous les mettez dans un projet agricole, ils vont réussir. La preuve, ceux qui ont développé le nucléaire en France et autres, c'est eux qui se sont retrouvés dans le pétrole. Les premiers dirigeants de Elf, qui est devenu Total aujourd'hui, c'était des spécialistes du nucléaire. Quand on parle de Georges Best, tout le monde sait que c'est le grand directeur qui est mort par action directe, mais qui était DG de Renault. C'est un spécialiste du nucléaire. Quand on parle de l'automobile, dans beaucoup d'autres technologies, quand on parle, quand il a fallu exploiter les gens qui ont fait les tests nucléaires, l'uranium et autres,
en Algérie, c'est eux qu'on a retrouvés après pour pouvoir faire et venir prendre, je dirais, notre pétrole d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ces gars avaient appris à travailler ensemble et à mener des projets structurants. Et je vais terminer par là. La technologie nucléaire est basée sur quoi? Elle est basée sur un phénomène scientifique et technique de masse critique. Et à partir de la masse critique, vous pouvez donc créer la réaction en chaîne. Et la réaction en chaîne qui va évoluer d'une façon exponentielle. Donc ça veut dire que tout, et vous regardez tout ce qui se fait, même au niveau politique, il faut toujours rechercher cette masse critique. Parce que c'est elle qui crée l'étincelle. Et quand vous l'avez, vous avez la réaction en chaîne qui va partir automatiquement. Tant que vous n'y êtes pas arrivé à cette masse critique, vous n'y arrivez pas. Donc aujourd'hui, notre développement passera par l'atteinte de cette masse critique. Et cette masse critique-là, on devrait s'inspirer du nucléaire. Et le nucléaire aujourd'hui, si on y travaille sur des projets, je peux vous dire que ça va complètement changer notre façon de gérer les projets au niveau national. Parce qu'on sera obligé, premièrement, d'adopter le Malson approche, d'une certaine manière, quels que soient les projets que nous utilisons, et d'une certaine manière aussi d'adopter les mécanismes de gestion de projets, management system qui sont les plus appropriés. Et quand je parle des considérations, ces considérations vont du cadre réglementaire, du cadre juridique, les ressources humaines à gérer, les achats. Quand vous voyez chez nous avec les commissions de marché et autres, ça n'a pas de sens. Et autres, quand le management, aujourd'hui, un projet, on vous fait les cellules de projet. On va vous prendre les administrations civiles qui sont là dans la cellule de projet et qui ne pensent qu'à leur perdre, mais ainsi de suite. Tout cela doit changer. Donc le nucléaire aujourd'hui, en réalité, ça ne peut être que le détonateur qui va permettre le développement de l'Afrique. J'ai même écrit un livre là-dessus qui va sortir dans quelques jours où je parle de l'énergie et plus particulièrement du nucléaire qui sera, je dirais, le détonateur, l'étincelle qui va lancer le développement de notre continent et plus particulièrement de notre pays. So I have another question for you. What are the three main conditions or first level conditions for a poor country to be able to, let me rephrase it, les trois conditions minimales qu'un pays doit avoir ou doit réunir pour pouvoir parler de mini-centrale nucléaire? Aujourd'hui, oui. C'est simplement, je dirais, c'est la décision politique de dire on va regarder le nucléaire. Et à partir de cet instant, il y a un organisme qui est l'Agence internationale d'énergie atomique qui va vous accompagner pour vous aider, premièrement, à adopter l'approche par jalon, le Malson approche, et de deux, de faire une préfaisabilité pour savoir si vraiment le nucléaire peut être intéressant pour vous et peut être intégré dans votre système d'énergie mixte. La planification énergétique aussi. Oui. Non, vous avez effectivement contribué, ou bien l'approche de jalon, c'est votre approche plus ou moins. Vous avez contribué à la bâtir et pendant votre séjour à l'AIEA pour accompagner des pays primo-accédants au nucléaire. Comment est-ce que cette méthode, on peut l'impliquer concrètement ou on peut l'appliquer concrètement pour le cas du Cameroun? Pour le cas du Cameroun, concrètement, aujourd'hui, c'est, premièrement, je vous ai dit, c'est une décision politique qui est de dire, voilà, nous avons envie de regarder, je ne dis pas de faire, de regarder comment est-ce que nous pouvons évoluer dans ce sens-là. On crée un mécanisme qui peut être à l'intérieur du ministère, ou alors, comme nous avons aujourd'hui une société nationalisée qui est Eneo, qui est nationalisée depuis quelques jours, dire, voilà, on va créer une cellule, allez vous renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je peux vous dire, le nucléaire n'est pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'ils peuvent travailler pendant 6 mois et ils disent non, ça c'est pas bon pour nous. Parce que il faut prendre une décision en connaissance de cause. Et prendre une décision en connaissance de cause, c'est maîtriser à peu près le pour et le contre. Donc ils seront capables en 6 mois, 1 an, de vous dire non. Il y a beaucoup de difficultés, on n'y arrivera pas. Il faut beaucoup ceci, on ne peut pas. On continue dans ce que nous faisons. Ou alors, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je vais juste vous dire une chose. Il y a des pays comme le Niger aujourd'hui qui ont décidé de se lancer dans l'électronucléaire et qui ont fait une étude de préfaisabilité qui est concluante. Il y a des pays comme le Rwanda aujourd'hui qui ont décidé qu'eux, ils vont se lancer dans l'électronucléaire et ils discutent avec des fournisseurs et autres.
Et c'est un de mes amis et frères, Lassina Zerbo, du Burkina, qui s'occupe de cela. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est qu'il faut savoir que quand on veut faire des grandes choses, la nationalité n'a plus d'importance. Ça veut dire que si les Camerounais trouvent qu'ils veulent faire des grandes choses et que c'est un Sénégalais ou un Ivoirien qui pourra être capable de les aider, on va le chercher, on l'amène. Si c'est un Camerounais qui est aux États-Unis et autres, on oublie qu'il est de telle ou telle région, on va le prendre, on l'amène et il nous aide là-dessus. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une décision et la base du nucléaire, c'est la décision. Et cette décision, elle doit être basée sur une vision. Donc la décision sera d'étudier et, et une vision. La première chose, ce sera la planification énergétique qui va faire l'analyse du mix énergétique camerounais et qui va dire le nucléaire est un plus ou le nucléaire est un moins. Parce que comme je vous ai dit, le mix énergétique, il y a certaines sources énergétiques qui sont intermittentes, d'autres qui sont des énergies de masse. Il y a certaines sources énergétiques qui coûtent cher, d'autres qui coûtent moins cher, et ça permet de les équilibrer. Et depuis la COP 28... Et donc, pensez-vous... OK. Je peux Non, terminer ma j'allais phrase? juste pouvoir vous parler de mix, de modèle mixte. S'il vous plaît, allez-y. Non, je voulais juste dire que depuis la COP 28 et autres, aujourd'hui, on considère que le nucléaire est classé parmi les énergies propres parce que le nucléaire n'agit plus sur le réchauffement de la planète. Mais ce qui est surprenant et qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, le nucléaire fait partie des énergies propres. Beaucoup de pays qui ont les moyens se lancent dans ces énergies, mais si vous allez voir la Banque mondiale, ils vont vous dire non, ne vous y lancez pas. Ils vont vous dire de vous lancer dans le solaire, en sachant bien que le solaire, c'est une source d'énergie intermittente. Le solaire, si vous avez une centrale solaire de 20 mégawatts, la production énergétique sera, la productivité et la production énergétique sera 5 fois moins que si vous avez une centrale hydraulique ou une centrale thermique de la même puissance. Pourquoi? Parce que 1 kW de solaire dans une journée vous donne 5 kWh maximum. Pourtant, 1 kW de centrale thermique vous donne 24 kWh. Beaucoup de gens ne regardent pas ça. Beaucoup de gens, je les entends dire, oui, voilà, on va construire une centrale solaire. Si c'est 20 mégawatts, elle va nous coûter 1000 francs. Si c'est une centrale hydraulique, elle va nous coûter 2000 francs. Mais well, if you're just joining us, I'm Angie Forbin. We are live, and our guest this evening is Dr. Vincent Konjok, who happens to be one of those who wrote the world's nuclear Bible, as he calls it. My next question to you, sir, is do you think that the mixed approach that you just discussed, hydrogaz, solaire et peut-être mini-nucléaire, à long terme est plus réaliste qu'un pari fort sur une seule technologie? Oui, forcément. Je crois que si vous mangez la banane tous les jours, c'est moins bien que si vous variez en termes de fruits, la mangue ici et autre chose. Donc, il est important de savoir, et comme je vous l'ai dit, les sources énergétiques ont chacune des avantages et des inconvénients. Et c'est l'association de ces avantages et de ces inconvénients qui permettent par rapport à vos objectifs de vous donner exactement ce que vous voulez. Vous comprenez? Et à partir de cet instant, le mix énergétique doit toujours forcément être varié. Forcément. Another question for you. Besides nuclear energy, quelles sources d'énergie vous paraissent les plus rapidement mobilisables pour soutenir l'industrialisation du Cameroun? Oh, il y en a beaucoup. Déjà, pour l'industrialisation, il y a le gaz. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est un pays qui produit du gaz. Même comme la production du gaz aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le gaz camerounais revient excessivement cher, produit localement et autres. Il y a le gaz qui est moins, comment dirais-je, le gaz aujourd'hui, il est moins polluant que le fioul lourd et autres, et il a moins de dépôts et moins de NOx, moins de poussière de NOx et autres. Donc, d'une certaine manière, il y a le gaz qui va nous aider pour notre mix énergétique. Il y a aussi, forcément, on a du pétrole et autres. Si on a une raffinerie qui est fonctionnelle avec notre fioul lourd, avec notre pétrole lourd, nous pouvons faire aussi notre propre fioul lourd avec un local content. Le contenu local, nous sommes capables de pouvoir avoir des sources énergétiques qui vont être à très bas coût. Maintenant, en ce qui concerne le nucléaire, ça, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire dans les 10 prochaines années, mais il est important de commencer peut-être à le regarder pour dans 15 ans et autres,
On parle d'une planification minimum de 25 ans. Donc, ça veut dire qu'on commence à le regarder aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, et ça, si vous le permettez, je vais prendre un exemple. Je me retrouvais dans une conférence à Hong Kong et autres, et j'étais en train de discuter avec des gens, une société de Hong Kong. C'est eux qui ont financé les premières centrales nucléaires en Chine, à Daya Bay. Parce qu'en réalité, quand on construit Daya Bay, les premières centrales construites par les Français, et vous allez voir si vous arrivez à, à Shenzhen et autres, vous allez voir des longs fils, des grands réseaux qui amènent le courant à Hong Kong. C'est eux qui ont financé cela. Et je les rencontre et je leur dis, voilà, euh, pourquoi vous avez investi en Chine? Voilà votre marché bénéficiaire que je connaissais. Je dirigeais une conférence et j'étais le président de cette conférence. Voilà votre marge bénéficiaire et autres. Venez en Afrique, la marge bénéficiaire est de très loin plus élevée. Vous avez les moyens, vous avez les technologies, vous allez faire des miracles. Ils m'ont dit première des choses. Si je dois venir au Cameroun, votre planification énergétique dit que dans, dans 10 ans, vous avez besoin de combien de mégawatts? 1000, 2000, 3000, vous avez besoin. 4000. 4000, pour moi, si je fais 2 voyages, 3 voyages avec mes équipes en première classe et tout ça, nous, on a envie d'aller dans des projets où on nous dit il y a 20 000 mégawatts qui doivent être construits dans les 10 prochaines années. Là, on peut venir investir. Mais pour cela, il faut une planification énergétique qui prend en considération pas seulement les aspects nationaux, mais qui peut aussi prendre les aspects régionaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut produire l'électricité au Cameroun, on le vend au Nigeria. C'est ce qui se fait en France avec le nucléaire et autres. On peut penser à ce que les pays voisins puissent se servir soit au Gabon, soit au Cameroun et autres. Donc, ça veut dire que quand nous faisons des projets, on ne doit pas toujours penser à notre consommation. Mais on peut aussi faire comme les Coréens dans leur planification énergétique qui ont dit non, nous, on va construire le maximum, ça va baisser les prix et les industries vont venir et ils vont prendre. Ils se sont battus, ils ont construit le maximum, ça a baissé les prix, les industries ont pris et aujourd'hui, ils sont bien. Donc, ça veut dire que la planification va d'une certaine vision de comment nous voyons notre énergie. Et pour cela, on va aller chercher les gens qui peuvent venir investir dans nos mécanismes, dans les mécanismes nationaux d'une certaine manière. Et non aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que quelqu'un vient, il vient voir le ministre ou le président ou qu'importe, et il dit, bon voilà, j'ai de l'argent, je veux construire une centrale solaire ou en Gaoundéré. Mais peut-être que Gaoundéré a besoin de la centrale solaire, mais peut-être que Gaoundéré n'a pas besoin de la centrale solaire. Gaoundéré a peut-être besoin d'une centrale thermique. Oh oui, il manque l'électricité en Gaoundéré, on va construire une centrale. Et la courbe de charge sera déficitaire parce qu'on ne va pas tout absorber. Vous comprenez? Donc, la planification nous dit, voilà, il nous faut ça à Douala, il nous faut ça à Bertois, il nous faut ça en Gaoundéré et ainsi de suite. Et quand vous venez, on vous dit, voilà le map. Choisissez où vous voulez aller. Vous voulez aller à Gawa, on a prévu 50 mégawatts là-bas de centrale thermique. C'est ça que vous allez construire. Et vous allez arranger votre projet par rapport à nos plans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ekine Agbo Ebai says Cameroon investing in nuclear energy is at best a luxurious desire. All the funds will be embezzled. What are your thoughts? What could I say? No, 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 it's not. First of all, passons alors. First of all, quel type de projet énergétique? Ok, go ahead. Non, vas-y. Go ahead. Non, je vous ai posé la question parce que je vous ai vu tout timide. J'allais passer à autre chose. What kind of projects, quel type de projet énergétique intermédiaire ou bien moins complexe que le nucléaire est-ce qu'on peut déjà accueillir au Cameroun en se préparant pour accueillir plus tard peut-être les mini-centrales? Non, mais nous les avons déjà. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'on doit réinventer la roue. Nous les avons déjà. Nous avons des centrales hydrauliques, nous avons des centrales thermiques, nous avons des centrales solaires. Mais je vais encore vous raconter une histoire. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on aime raconter les histoires de sa vie et peut-être de fois ça aide, de fois. Mais bon, ma femme me dira, oui, mais tu commences à te redire là et ainsi de suite. Mais cette histoire elle sera intéressante. Je vous ai parlé de quelqu'un qui avait subi
la privatisation, même s'il était aux manettes et autres, mais il avait suivi, il n'était pas au fin fond de lui, d'accord, mais ça lui a été imposé, il était dans le système, il était ministre de son État, et on a commencé à travailler ensemble. Et on a travaillé, on réfléchissait sur la stratégie, comment le système devait continuer, comment le système devait organiser. Et un jour, j'ai une idée lumineuse. J'écris et je lui envoie. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je sais par lettre. Et un mois, habituellement, il me répondait toujours par lettre. Il ne me répond pas. 2 mois, il ne me répond pas. 3 mois, il ne me répond pas. Lui, et après, il me contacte pour me demander quelque chose par téléphone. Est-ce que tu peux me faire ça? Je dis oui, pas de problème. Je travaille dessus, je lui envoie. Mais je dis, mais pourquoi il ne me répond pas? Je lui envoie encore, je l'appelle, et il y avait le téléphone quand même, et pour lui dire, mais je t'ai envoyé, il me dit non, on va en discuter. Et donc, j'arrive au Cameroun. Et je lui dis, je vais vous expliquer ce que je lui explique. Je lui dis, voilà, moi, je suis un pur produit de la région Rhône-Alpes et de l'Isère. Et nous avons la Sénégal, qui est 10 fois, qui a un plus grand débit. Et comment est-ce que la France a développé une partie de son industrie chimique le long de l'Isère, avec des petites centrales tout le long de l'Isère. Certaines même refaisaient monter l'eau dans la nuit pour la refaire descendre le soir, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir l'énergie dans la journée et alimenter les sociétés chimiques pour certaines qui fonctionnaient en 3 quarts et ainsi de suite. Et je lui dis, voilà, nous avons un très long fleuve, la Sanaga et autres. Et là, au lieu de faire des grandes centrales comme nous le faisons aujourd'hui, le mécanisme des petites centrales va énormément aider. Oui, et on mettra, et ça marchera avec l'industrie. Ça veut dire que là, on veut avoir une usine de bois qui a besoin de 20 MW, on fait une petite centrale de 20 MW, et la population va se développer autour et ainsi de suite. Le long de la Sanaga, et vous savez d'où vient le Nyong, la Sanaga, et ainsi de suite. Et il me répond, oui, j'ai entendu cela et tout, mais je ne voulais pas te répondre au téléphone parce que depuis qu'on discute, je ne te dis pas souvent non. Je te dis, on va travailler dessus, mais là, je te dis non, ça ne marchera pas. Et moi, je m'offuse, je dis, mais comment ça ne marchera pas? Ça marchait partout ailleurs. Et il me regarde, il me dit, et il me parle comme si vraiment c'est lui, c'était son idée. Et effectivement, ce n'était pas son idée. Il me dit, mais ça ne marchera pas. Parce que vu vos origines, vu tes origines, tu es en train de vouloir développer ta région. Oui, parce que la Sanaga, on sait où elle coule, et donc c'est les gens qui sont autour de la Sanaga, ça va développer cette région. Et je peux te dire, Angie, moi je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas pensé à ça. Moi j'avais pensé développement, et lui pensait pratique. Je finis par là. Si vous allez dans un pays comme la Corée du Sud, aucune société nationale n'a son siège, ou très peu de sociétés nationales ont leur siège à Séoul. Si vous voulez créer, if you want to create a big company, if you have a national company that has been created by the country, the headquarter of this company will not be Seoul. They will send you somewhere. And it is like that. That means that if it is Cameroon, if it is Sodekoton, it is in Garoua. If it is Eneo, it could be Betwa. If it is maybe EDC, it could be Douala. If it is whatever the other company, it will be Ngaoundere. Why? Because the DG and some of the staff, they will be there and they will effectively be able to initiate the development of this area. That means that almost all the big society company, if you see a company like Hyundai and so on, Dosan, they are Ulsan, some there is like that. And it is like that we can develop also our country at the energy standpoint and also at the industrial standpoint. That means that some of the industry, instead of being located in Douala, Bonabere, always and so on, they will be put somewhere in Ezeka, they will be somewhere in Bertois, they will be somewhere in Bagante, if there is the energy there and so on. And I can tell you, now we will, and this will also push us to develop the transportation means. Because if you produce in Bagante, you are forced to have maybe the train or a good road to bring it to the harbor. You understand? It is like that. It's such a vision that initiates the development of a country. One of the most respected faces of energy and atomic power in the world is a Cameroonian. He's our guest this evening. His name is Vincent Nkonjok.
He tells me that I don't need to call him doctor, but he earned it in a specialized nuclear engineering degree, and so I call him so. He happens to have introduced nuclear power to the United Arab Emirates and built the Baraka nuclear power plant in Abu Dhabi. He also happens to have been one of those who received, he and a team from his company, the International Atomic Energy Agency, received the 2005 Nobel Peace Prize. Dr. Konjok, that's the pinnacle of a career, and there are very few people on the planet who even dream that they would hold such a thing as the Grammy Award. Can you tell us a little bit more about that story? How do you found yourself in that organization in 1998, I suppose, and what you worked on that earned you such a singular distinction? J'aimerais dire que il y a le hasard, il y a la chance, mais il y a aussi les décisions divines. Parce qu'on ne sait pas. Moi, je suis né au Cameroun, à Douala, et comme je l'ai dit, de parents modestes, fonctionnaires municipal. Donc, je n'étais pas prédestiné qu'un jour, je puisse être parmi les 7 personnes qui devraient représenter l'AEA pour la réception de Nobel, que je puisse être assis là et tout. Je n'étais premièrement pas le préparé. Mon parcours n'est pas, je ne suis pas plus intelligent que d'autres. Je ne crois pas que j'ai plus travaillé que tout le monde, que tout le monde. Et donc, moi, je me dis aussi, mais par contre, aujourd'hui, je commence à me dire, si je me suis retrouvé là, c'est que Dieu a voulu me donner un message par rapport à mon parcours et autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'essaye, et je dis bien j'essaye, de pouvoir sortir de ce que j'ai toujours fait. Ça veut dire travailler pour moi. J'essaie maintenant de travailler pour les autres, de pouvoir essayer d'aider à changer la vie des autres. You know, as I said, I am a person, I am not hiding myself, no. But I prefer really working a little bit in the dark, because from there you are able to work properly and to come with innovative ideas. In Cameroon, most of the time, people, you know, without working something, they come to the medias, they come to TV, they begin talking a lot, you know, oh, je fais ça, I am doing this, and so on and so forth, you know. This is not important. Me, what I request to Cameroonian, and this will be my last word, my brother, my sister, please, let's come together. Let's work together. Let's bring those that have ideas, they bring their ideas. Those that have money, they bring their money. Those that have energy, they bring their energy. Those that are willing to embark to help the development of our country, they try to work very hard to fight for the position. And because the problem is the system, and the system is people. And if we are only fighting because we want to replace the President Biya, we are wasting our time. Because when the President Biya will not be there anymore, the person that will come will continue exactly the same thing with more energy. If we want to destroy the system, we have to ensure that the parliament is under the hands of people that can change this country. This is the biggest fight. This is my opinion. And really, I thank you very much for your attention. And I thank all the people that were following what we are saying. I hope that I have been able to give some key information, or I have been able to share some few things that will be helpful for them. Thank you very much. You certainly have, and we hope to have you again soon at some point. Thank you so much again, and have a wonderful evening. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Dr. Vincent Konjok was our guest this evening. He's one of the most respected faces in the world of energy and atomic power. He happens to have been part of the company, the International Atomic Agency, Atomic Energy Agency, to have received a Nobel Peace Prize in 2005, but also introduced radiotherapy to the fight against cancer in countries like Senegal and Gabon.
He's remembered as somebody who built the nuclear plant in Abu Dhabi, the Baraka nuclear plant in Abu Dhabi, as well as another one in Turkey. He's a co-author of what is currently referred to as the Nuclear Bible, or the Milestone Approach. In French, it's called the Approche Jalon. He's a Cameroonian. He was our guest for over 2 hours. And it's on that note that we say thank you so much to all of you who joined us. I'm Angie Forbin. We've been live on Facebook and on YouTube. Bye-bye.